Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Après 3 semaines d'attente, le Premier ministre Selom Klassou a été reconduit à la tête d'un nouveau gouvernement de 25 membres pour le moment. L'Assemblée nationale l'a également élu cette semaine Tchega Yawa Djigori à sa tête, une première dans l'histoire politique du Togo. Enfin, Félix Tshisekedi a officiellement succédé à Joseph Kabila en République démocratique du Congo, une alternance historique qui donne également des idées sur la forme de démocratie pratiquée en Afrique. Les spécialistes sur Pyramide FM, bonsoir et bienvenue. Pasteur Edu Komi, bonsoir. Oui, bonsoir Honoré, bonsoir aux auditeurs de Pyramide FM. Pasteur Edu Komi, président du mouvement Martin Luther King. Ibrahim Acha, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ibrahim Acha, directeur de la publication de l'hebdomadaire Temps Nouveau. Notre troisième invité, Ildefonse Akwaki. Ildefonse, bonsoir. Bonsoir Honoré et bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent. Ildefonse Akwaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo. Les 3 sujets, vous venez de prendre connaissance. On va démarrer avec le nouveau gouvernement. Le Togo en a disposé depuis hier. Un gouvernement de 25 membres pour le moment, je le reprécise parce qu'entre-temps, il y a 3 qui sont ajoutés. Certainement qu'il y en aura encore d'autres. 25 membres, dont 6 femmes. Et ce nouveau gouvernement est dirigé toujours par Selom Klassou, qui est reconduit dans ses fonctions. On note également dans ce nouveau gouvernement 7 départs, notamment Nissa Onyonfam, Octave Nikobrom, et Sosimna Legezim Baloki, Urokura Gadazi, Kimadje Lorenzo, Fiatouo Sesenou, voilà les 7 qui sont partis. De nouvelles entrées, notamment Kodjo Adedje, Demba Chinokba, Christian Trimouan, Zouriatou, Tchakondo Kassa Traoré, Kofi Akpagana, Olatoku Ouanou David, et bien d'autres, Issa Tchede, Folie Bazi Katare, Koudera Bataka, et Koko Aeva, de nouvelles figures. Il y en a des anciennes qui reviennent, mais il y a longtemps ils sont partis du gouvernement. Voilà, c'est ceux qui sont venus. Une idée sur ce gouvernement pour mieux situer les uns et les autres, comme il sur le Premier ministre, ministre du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse, Victoire Tomega Tobé, ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale, Gilbert Bahara, ministre des Postes et de l'économie numérique et des innovations technologiques, Sinan Lawson, ministre de la sécurité et de la protection civile, général Yak Damham, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, Robert Doucet, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales, Payadoua Boukpessi, ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, garde des Sceaux, ministre de la justice, Pius Ekmitome, ministre des mines et de l'énergie, des dérivés évidemment, ministre de la santé, de l'hygiène publique, professeur Moustapha Midjiyawa, ministre auprès du président de la République, Aruna Batien Pabré Sili, ministre du commerce, des transports, finalement on a enlevé le transport, donc c'est finalement ministre du commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale, Kodjo TP ATG, ministre de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle, Taïro Babiek, ministre de la planification, du développement et de la coopération, Demba Tchidokba, ministre de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Chabinandi Kolani Yenchare, ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise, Antoine Legba Begbeni, ministre des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République, Christian Trimon, ministre des infrastructures et des transports, Madame Zoueratou Tchakondo Kassa Traoré, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, professeur Kofi Akpagana, ministre de l'environnement, du développement durable et de la protection de la nature, Olatoku Ouanou David, ministre de la culture, du tourisme et des loisirs, Kosevier Betonio, ministre délégué auprès du ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise, Kanfetine Issa Tchede, ministre de la Défense des anciens combattants rattaché à la présidente de la République, ministre de la Communication, des Sports, de l'Éducation, à la citoyenneté, Folie Basi Katari,
ministre de l'Agriculture, Koudera Bataka, ministre de l'Urbanisme, Koukouaïva. Voilà les 25 membres, plus le ministère de la Défense rattaché à la présidente de la République, ça fait 26 dans ce nouveau gouvernement pour le moment, puisqu'il manque toujours le ministre des enseignements primaires et secondaires. Pasteur Edoukomi, vous avez une idée sur la nouvelle équipe gouvernementale. Quel regard portez-vous sur ces nouvelles figures-là? Non, d'abord, le jeu au départ, tout est faussé. Pour avoir reconduit comme Iklassou Selom à la tête de ce gouvernement. Donc ça a faussé le jeu. Donc d'entrée, l'impression qu'on peut avoir, c'est que on va encore exceller de médiocrité à médiocrité, parce que c'est le pire des gouvernements que le Togo a pu connaître. Même si Adoboli, le gouvernement Adoboli a mieux fait que celui de Klassou. Klassou, l'impression, tout ce qu'on peut retenir dans ce gouvernement, c'est que c'est le gouvernement sur lequel beaucoup de Togolais sont morts. Beaucoup de Togolais sont blessés. On a connu beaucoup de manifestations politiques et sociales. Et c'est l'impression que les Togolais peuvent garder de ce gouvernement. Bon, donc ce qui vient d'être fait, c'est un ancien nouveau gouvernement. Même s'il y a des départs très, très surprenants, parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas, qui en ont fait leur propriété privée, ces postes ministériels, ils sont partis. Les très inamovibles Agadazi, qui sont partis, même Madame Legezi qui est partie. Donc c'est pour dire que est-ce qu'on nous a servi, et d'ailleurs tantôt formé, tantôt réaménagé, et ça tombe comme si on joue à la loterie. Donc il faut miser gros pour gagner. Je sais pas comment ça se dit, il faut miser gros pour gagner gros. C'est ça. Donc il y a des gens qui se seraient rentrés. On va revenir sur la forme. Maintenant, les noms. Bon, vous voyez déjà, bon, je n'ai pas une idée sur la moyenne d'âge, mais je crois que c'est des vieux. Donc il n'y a pas la promotion de la jeunesse. En tout cas, moi je ne vois aucun jeune là-bas. Je connais presque tous ceux qui sont là. Il n'y a aucun jeune, il n'y a pas de moins de 40 ans, il n'y en a pas. Il n'y a pas moins de 45 ans, il n'y en a pas. Donc c'est des gens de 50 ans à l'an. Donc à l'Uni, on ne fait pas la promotion des jeunes. Mais ce n'est pas les jeunes qui en manquent. Et des retours comme celui de mon très cher ami Foli Bazi, c'est dommage, c'est comme si on n'en a pas, on se rappelle. Dommage, ce gouvernement, au fait, on n'a pas grand-chose à espérer, parce que c'est des gens qui ont déjà donné tout ce qu'ils peuvent avoir. Donc, je me rappelle qu'il y a un acteur politique sur votre micro ici qui a dit que lui souhaite qu'on reconduise ce gouvernement pour bien faire les élections de 2020 et les gagner. Donc je crois que son vœu, il serait très joyeux, mais son vœu a été exaucé. Ibrahim Acha, vous avez connaissance du nouveau gouvernement, c'est hier à 23h à la TVT, mais aujourd'hui encore à la mi-journée, il y a 3 nouvelles têtes qui sont ajoutées, des retouches qui ont été également faites. Une vue d'ensemble sur ce qui sont aux commandes du gouvernement jusqu'en 2020. Bon, rien ne prouve que ce sera jusqu'en 2020. C'est à la discrétion du chef de l'État. S'il estime qu'à un moment donné, ce gouvernement qui vient d'être formé ne répond pas à sa vision ou bien n'arrive pas à faire preuve de performance, il serait obligé de limoger ou bien de voir ce qu'ils doivent quitter leur poste ministériel pour que 209 soit injecté pour permettre un certain impact au niveau du gouvernement. Donc revenons maintenant sur la composition du gouvernement, je dirais tout simplement que le matin nous étions sur certains plateaux et on disait que ce gouvernement à première vue c'est que c'est incomplet, en ce sens qu'il y avait des postes, des portefeuilles qui manquaient. Et je disais même que jusqu'à la soirée, on aura une nouvelle version. Et à midi, on a une version. Jusque-là, ce n'est pas encore complet. Parce qu'il y a le secrétariat d'État qui doit se charger, en tout cas du secteur informel,
du budget. La finance inclusive et tout ça là, donc il y a beaucoup de choses qui manquent encore. Ce qui est clair ici, c'est que pour le moment, on n'a pas encore le ministère des enseignements primaires et secondaires. Oui, il y a l'enseignement primaire et secondaire. C'est beaucoup plus clair. Sans oublier aussi le poste qui a été, le portefeuille qui a été créé pour embellir un peu le gouvernement dans la précédente équipe. La primature. Voilà, le ministre chargé des affaires de la primature. Donc, sans portefeuille, mais en tout cas, il y avait un locataire là-bas et qui était bien confortablement assis aux côtés du Premier ministre et qui est parti. Bien évidemment. Donc il doit avoir un remplaçant si le chef de l'État estime que ce poste a été très important. Ah bon, ça dépend, c'est le chef de l'État qui voit. Vous savez que en formant le gouvernement, c'est aussi une façon de trouver des lieutenants qui pourront vous aider à atteindre une mission ou bien à atteindre les objectifs de votre vision et autres. Donc, si le chef de l'État, par rapport à sa vision, estime qu'il faut un gouvernement composé le matin, après on complète à midi et le soir on va compléter, je pense que c'est lui qui juge même de la pertinence de cette démarche et là nous ne pouvons pas dire quoi que ce soit, nous ne pouvons que constater. Mais en tant que Togolais, ce que nous aurions voulu, c'est qu'il y ait encore plus de sérieux dans la composition du gouvernement. Parce que quand on parle de composition du gouvernement, on parle d'une tâche assez sérieuse, une tâche qui doit être entourée avec beaucoup de soins et beaucoup de solennité. Mais aujourd'hui, ce que nous avons remarqué, c'est que le matin, il y a eu certains, à midi, on a eu certains, vous allez voir, peut-être le soir, on aura encore d'autres qui vont rejoindre l'équipe gouvernementale, ou soit on va procéder à quelques retouches, au recadrage des libellés, des portefeuilles, tout ça là, bon, je ne sais pas si c'est ce qu'on va nous servir encore. Nous sommes preneurs parce qu'il est le seul chef à bord et ses désirs sont vraiment... nous allons les suivre, nous allons suivre ce qui sera fait du gouvernement togolais, de tout ce que le chef de l'État veut pour la nation togolaise et ce qu'il pense où il veut amener l'État togolais, puisque jusqu'à la preuve du contraire, c'est lui le chef et il a quand même pour prérogative de conduire la destinée du pays et nous en aviserons si cet objectif est atteint ou n'est pas atteint en 2020. Ildefonse Akwaki, vous avez également vu la composition de ce gouvernement classe 2. Vous voulez que je parle? Bien. Ce gouvernement est tout sauf constitutionnel. Ça ne répond pas à la loi fondamentale togolaise. Qu'est-ce que la loi dit? Nous allons nous amuser un tout petit peu à lire certaines dispositions de la Constitution togolaise. Je prends par exemple l'article 66. Le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Premier alinéa. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Le président de la République préside le Conseil des ministres. C'est l'article 66. Alors, j'ai été un tout petit peu gêné dans la nomination du Premier ministre. C'est-à-dire que on a pris tout le temps, vous avez parlé de 3 semaines, où les ministres ont boulotté par intérim. La loi dit, le président de la République nomme le Premier ministre, et lui à son tour il fait quoi? Alors la première remarque, c'est que le Premier ministre a été nommé ensemble avec la première liste de ceux que vous avez oublié un prédicat, le rafistolage. Il faut ajouter ça aussi. Non, il n'y a pas eu de rafistolage. Peut-être le soir. Il n'y en a pas eu. Alors, le Premier ministre qui est nommé directement avec les ministres, cela va à l'encontre de la loi constitutionnelle. Est-ce que vous savez qu'entre-temps... Je cite... Est-ce que vous savez entre-temps que le Premier ministre avait déjà reçu sa nomination? J'en viens. Il n'est pas rendu public. Non, mais j'en viens. Vous n'allez pas jouer à l'avocat du diable. Prenons l'article 16. Prenons l'article 76. Le gouvernement comprend 2 points. Le Premier ministre, les ministres, et le cas échéant, les ministres d'État, les ministres délégués et les secrétaires d'État. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire. Je rappelle que nulle part, lorsqu'on nous lisait ce communiqué-là, qui fait office de nomination du nouveau gouvernement, on ne nous a jamais dit que
Selom Klasso a démissionné en tant que député au Parlement. Le ministre, l'actuel, le nouveau, qui occupe le poste de l'enseignement technique, Taïrou, il est le premier vice de l'Assemblée nationale. Nulle part, on ne nous a jamais dit qu'il a démissionné de l'Assemblée nationale. Mais je vous dis que ce gouvernement est tout sauf constitutionnel. C'est la forme. Non, j'ajoute, c'est pas fini. Non, j'ajoute. Parce que lui, lorsqu'il me dit le chef de l'État préside aux destinées de l'État togolais, c'est par rapport à quoi? Par rapport au respect des lois qui régissent l'État togolais. Et moi, je suis très éberlué, très étonné de savoir qu'il est le premier qui viole la loi, alors qu'il est le seul qui a juré sur la constitution togolaise. Qu'est-ce qui fait dire aujourd'hui que ceux qui sont garants du respect de la constitution, ce sont eux qui sont les premiers à violer cette constitution-là? Vous avez encore quelque chose à dire? Oui, si. Non, c'est moi qui donne. Non, il ne me pose pas une question. Mais j'avais un ajout. J'ai une petite chose à ajouter. Il a fini. Je pense que j'ai une petite chose à ajouter. C'est pour dire que mon ami Idelphonse, qui a bien lu quelques articles de notre loi fondamentale, a peut-être ignoré certains aspects. Parce que quand on parle de la nomination d'un premier ministre, il y a des consultations qui se font en amont. Et quand vous êtes consulté, je pense que vous devez, en tant que un premier ministre consulté, vous devez commencer par faire votre casting, avoir une liste. Non, la loi ne dit pas ça. Ce n'est pas au moment où le chef de l'État va vous demander d'amener la liste que vous allez pouvoir faire des rafistolages. Je pense que M. Klasso a pris le temps de faire son casting. Il avait une liste à apporter. Lorsqu'il a été nommé officiellement, on lui a dit de composer le gouvernement. Je pense qu'il a fait. Mais c'est l'aspect communication peut-être qui nous donne l'impression comme si ça a été fait au même moment. C'est l'aspect communication. Ce n'est pas vrai. Ça a été lié à la TVT. Mais ce qui s'est passé en amont, nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Non, en principe. Mais en amont, et je le répète, il y a eu quand même un temps qui a coulé entre la nomination du Premier ministre et la formation du gouvernement. En principe, rien ne devait se passer en amont. Parce que le Premier ministre devait être nommé publiquement. D'abord, on dit le Premier ministre est reconduit officiellement. Pas en amont, pas dans les coulisses. Nous ne sommes pas un pays de coulisses quand même. Nous sommes un État. Maintenant, le Premier ministre va aller vite. Le Premier ministre va aller vite. Non, il n'y a pas question d'aller. Lorsqu'il a été reconduit, il avait déjà sous la main une liste de ministres. Et donc, il contacte son président de la République. Il lui montre la liste. Il montre la liste à son président. Et je pense que c'est à la suite de ça que le gouvernement a été rendu public. Voilà ce qui s'est passé. Permets que j'aille au bout de mon analyse. Permets que j'aille au bout de mon analyse. Je crois quand même qu'on peut se calmer. On peut se respecter un peu. Bien sûr. Bon, donc, le Premier ministre devait être nommé publiquement, pas officiellement, par le Premier ministre. C'est ce qui a été fait. Il a été reconduit. Non, il a été reconduit en amont, comme tu le dis. Nous, on ne sait pas. Nous, on attend la nomination d'un Premier ministre. Mais ce qu'ils ont fait dans les coulisses, là, ce n'est pas officiel. Ce n'est pas ce qui devait être. En principe, la reconduction du Premier ministre dans le journal officiel, c'est le même jour que les ministres. Ce qui ne devait pas être le cas. Lui devait être nommé officiellement d'abord. Et puis maintenant, il fait ses consultations. Mais il y a deux décrets. C'est des décrets distincts. Il y a un premier décret qui nomme le Premier ministre. Au même jour. Mais au même jour. Que ce soit le même jour dans la Constitution, c'est pas dit le même jour il y a les mêmes heures. C'est dit, ça doit être fait de façon distincte. Donc il y a un premier décret qui a nommé le Premier ministre, un autre décret qui a formé le gouvernement. On ne va pas épiloguer sur ce sujet, cet aspect. Non, je n'ai pas encore fini. Il y a aussi, on ne peut pas admettre que quelqu'un soit dans le bureau de l'Assemblée nationale et être nommé ministre sans que ce dernier ne démissionne. La personne ne sait pas. Le bureau de l'Assemblée nationale vient d'être élu. Là, tout le monde à l'Assemblée va démissionner en attendant d'être Ibrahim ministre. Bien sûr. Non. Voilà, c'est ce raisonnement. C'est après nomination que la personne qui a été nommée quitte le Parlement. Là, il n'y a pas compatibilité. Là, il ne devait pas y avoir compatibilité. Donc, quand il est nommé ministre, en principe, il devait démissionner avant, puisque le nouveau bureau vient d'être formé. En principe, lui, il ne doit pas faire partie de l'équipe gouvernementale. Normalement, c'est comme ça. Est-ce que vous avez oublié que c'est dans les mêmes conditions? Celui qui est aujourd'hui Premier ministre, c'est Selom Klasso, était Premier vice-président de l'Assemblée, qui a été nommé. Donc, on ne doit pas continuer par violer la loi fondamentale. Il faut quand même à un moment donné qu'on s'arrête et qu'on respecte quand même les tests. Mais c'est ce qui doit être fait. Et durant les 5 ans, ce
poste de premier vice-président de l'Assemblée n'a jamais été pourvu, puisqu'il est parti entre-temps. Honoré, excusez-nous. Maintenant. Honoré, excusez-nous. Nous voulons former une république avec des lois, parce que ce sont les lois qui forment ou fondent une république, et on respecte la loi, et tout le monde est quitte. Moi, j'ai mal au cœur lorsque les premiers dirigeants togolais disent aux autres qu'ils ne respectent pas la loi, alors que cette loi fondamentale fait d'eux-mêmes les garants du respect de ces lois-là. J'ajoute une petite remarque. Comment peut-on savoir, au moment où ils sont députés encore au Parlement, qu'ils soient encore ministres ou premier ministre dans le gouvernement? C'est quelle alchimie? Moi, je ne voudrais pas qu'on continue par dire que le Togo est un État atypique, c'est-à-dire de mauvaises choses qui se passent pas dans le monde, c'est seulement au Togo que ça se passe. Ça, c'est la forme. Maintenant, revenons sur l'équipe même, l'équipe gouvernementale. Il y a eu plusieurs départs. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ceux-là qui ont pris la porte? Vous savez, moi personnellement, rien ne me dérange sur la personnalité de ceux qui sont arrivés. Mais je fais juste une petite remarque par rapport au système. Le système perdure toujours. C'est le système. Les mêmes personnes, la même méthode, et puis la même vision. C'est la conservation du pouvoir, vaille que vaille. Mais dans ce gouvernement-là, vous avez parlé tout à l'heure des ministres inamovibles. Et moi, j'ai eu au moins à prendre langue, échanger avec un secrétaire ou le secrétaire général des agents de Togo Télécom, M. Bacharou, qui me disait que lors d'une entrevue avec Mme Sina Lawson, qui a toujours gardé son poste, elle disait ceci, je cite: à l'Assemblée nationale, on ne me tient pas tête. Au gouvernement, on ne me tient pas tête. Personne ne me tient tête. Point. Fin de citation. Celle-là, elle a été plusieurs fois interpellée par l'Assemblée nationale et n'a jamais répondu. Et pourtant, on nous dira qu'elle est ministre, c'est-à-dire que celle-là sert la nation. Ce n'est pas comme ça. Elle est encore là, tout comme d'autres qui sont aujourd'hui considérés comme des super ministres, qui ne rendent pas compte au chef du gouvernement. J'en sais quelque chose. Mais dans ces conditions-là, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si le chef de l'État savait que ceux-là qu'il vient de nommer, parce que ça là, ça répond à la nomination du chef de l'État et non du chef du gouvernement. C'est pour une mission. Il veut garder le fauteuil en 2020. Point final. Ibrahim, il y a plusieurs têtes qui sont partis. Oui. André Johnson, Eliot Tohin, Nissa Ognonfam, Octave Nikubrum, Chakpele, entre autres, qui sont partis. Oui, de l'enseignement primaire et secondaire. Oui, bon, il y a des ministres qui sont partis et on aurait voulu que d'autres aussi partent, mais qui sont maintenus. Mais quand vous prenez des ministres carriéristes comme Mme Dobé, qui est au développement là-bas, ça fait plus de 10 ans. C'est le même poste qu'elle a toujours occupé. Et pourtant, il y a des insuffisances en matière de résultats dans le domaine de l'emploi des jeunes, de la promotion de la jeunesse, du développement même à la base. Quand vous allez aujourd'hui, vous traversez, vous sillonnez le Togo profond, vous voyez des marchés qu'on a construits, mais dans la brousse que personne n'utilise. Et ça là, c'est le développement à la base. Vous avez des jeunes qui peinent, qui sont là avec des projets bien écrits, bien libellés, bancables, mais qui ne sont pas pris en charge. On vous dit qu'on fait la promotion des jeunes. Parce qu'ils ne sont pas fichés. Et pourtant, au niveau même du gouvernement, au niveau des institutions, on fait la promotion des personnes âgées que de la jeunesse. Alors on veut du sang neuf pour construire le pays. Donc voilà. Et moi je ne peux pas me réjouir parce qu'on a reconduit une telle dame à ce ministère, à la tête de ce ministère. On voudrait qu'il y ait une autre personne avec une autre expérience pour venir prendre
en compte le développement à la base et implémenter les nouveaux enjeux en matière de développement dans notre pays. Peut-être, elle est déjà à bout, elle ne peut plus proposer quoi que ce soit à ce niveau. Quand je reviens un peu au niveau de l'économie numérique, c'est vrai qu'on avait créé entre-temps le problème d'Internet dans notre pays. Quand on est dans un pays, Internet n'est pas aussi performant, c'est que je me demande, en ce 21e siècle, un ministre qui s'occupe de l'économie numérique, qu'est-ce qu'il peut offrir à part Internet aux Togolais? Mais il faut faire un effort pour que le haut débit soit une réalité. C'est ce que nous voulons. Donc, Mme Sina Lonson, je pense qu'elle avait déjà entrepris un chantier avec Togocom, avec beaucoup de promesses d'installation des structures et tout ça là. Donc, si, connaissant déjà ce dossier, si elle peut vraiment aller en profondeur et aller à plus de performance dans ce secteur, je ne ferai que me réjouir et ça serait bien pour les Togolais. Voilà, maintenant au niveau de l'agriculture, vous avez vu le cafouillage qu'il y a eu dans le pilotage du PINIASA, et vous avez vu le PADAT, le PPAO, le PNPR et tout ça là, vous avez vu le cafouillage qui a entouré cela, et sans oublier que au niveau même de l'agriculture, il y a beaucoup de dysfonctionnements sur le terrain. Ce n'est pas ce qu'on aurait voulu. Donc aujourd'hui, on a confié ça à un jeune agronome. C'est la version de 13 heures. Oui. M. Wataka, qui s'y connaît, qui a été secrétaire général de ce ministère, qui va peut-être remonter certaines pentes par rapport au périclitement que nous avons assisté dans le management même du dossier agriculture dans notre pays. Et quand je m'évertue vers la communication dans notre secteur, on nous amène. Foli Bazzi n'est pas un communicant. Nous le connaissons très bien, il n'est pas un communicant. Il fait quoi? Il est un politicien, quelqu'un qui est moulé dans le RPT, UNIR et tout ça là. Je me demande ce qu'il va nous offrir comme communication à ce poste. Et même quand on dit ministre de la communication, c'est le porte-parole du gouvernement. Je ne le vois pas à la trempe de Mendé de la RDC qui sait faire face à certaines situations. Donc voilà, donc je ne dis pas, je ne suis pas en train de sous-estimer ses compétences managériales, mais pour être à la communication, il faudrait quand même avoir certains atouts, certaines cordes à son arc pour pouvoir relever le défi de la communication. Parce que le secteur, la communication a toujours été le tendon d'Achille de la gestion du pouvoir dans notre pays. Les autorités togolaises ne communiquent pas et de temps en temps, elles font face à des situations où, s'il y avait eu communication, je pense qu'il n'y aurait pas eu tout ce que nous avons eu comme récrimination, tout ce que nous aurons eu comme on le dit, malentendu et autres. Donc il faudrait toujours que ce soit celui qui va incarner cette communication, c'est Foli Bazzi, qui fasse un effort de réadaptation et de rééquilibrage, et même pourquoi pas d'aller à l'école de la communication, qui s'entoure de grands techniciens qui s'y connaissent en communication pour qu'ils ne viennent pas faire du cafouillage. Pasteur Edo, quelles sont vos attentes pour cette nouvelle équipe? Non, mes attentes, peut-être que je vais décevoir beaucoup de personnes comme on me connaît. Moi, quand je prends le gouvernement passé, moi je l'ai déjà dit, l'impression que nous avons de ce gouvernement. Prenez un sujet, prenez par exemple, je prends quelque chose, un sujet, je prends une affaire par exemple du 1er juin, le 1er juin dernier, vous vous rappelez qu'il y a eu l'effondrement d'une partie de l'immeuble du marché de Lomé, du grand marché de Lomé. Il y a 8 mois, le gouvernement avait promis démolir l'immeuble. L'immeuble est resté à cet état jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors que le périmètre est interdit aux riverains, aux commerçants, mais qui ont fermé leurs magasins, qui ont bloqué, leurs activités sont bloquées. 8 mois. Quel est ce gouvernement? 8 mois. Nous, on a fait les démarches, on est allé, on nous a dit que tout est fait prêt et que la procédure judiciaire pour donner l'ordonnance pour qu'on démolisse jusqu'au jour d'aujourd'hui. Regardez ce qui est. Donc, ces gens d'autorité, on ne peut pas attendre grand-chose. Nous, étant dans le domaine social et des droits de l'homme, on n'attend rien parce que par le passé, le gouvernement Classou, je l'ai déjà dit, n'a rien fait
on ne peut pas dire n'a rien fait, mais n'a pas comblé l'attente des Togolais. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre? Mes précédents ont déjà dit l'essentiel. Parce que les gens, aujourd'hui, c'est dans la conservation, dans la poursuite de la conservation du pouvoir. Et non pas de s'occuper des besoins des citoyens comme ils savent le faire. Donc, quand nous prenons la communication, comme il a dit, on sait, chaque fois que le ministre Foli Bazi parle, il parle de la politique, il parle de son parti. En tout cas, les journalistes, vous avez de pain les journalistes ont de pain sur la planche avec ce ministre. Ça va être très difficile. L'économie numérique. Je le répète encore. L'année dernière, je suis allé en Côte d'Ivoire, à l'aéroport. On m'a offert 2 gigas à 900 francs. 2 gigas à 900 francs. Je dis 2 gigas à 900 francs. Combien faut-il pour l'avoir au Togo? Pour l'avoir au Togo, il faut 5 000. Il faut plus de 10 000. 10 000, ouais. Puis il faut avoir 5 000 francs pour avoir 1 giga au Togo. 1 giga au Togo, ça fait 5 000 francs. Donc 2 gigas, ça fait déjà. Mais 900 francs, vous avez 2 gigas en Côte d'Ivoire. Mais la communication, elle est fluide. L'Internet. Alors qu'est-ce qu'on nous offre là? Mais qu'est-ce qu'on nous offre dans ce pays? Où on ne peut même pas avoir, on ne peut même pas avoir 1 giga. À 1000 francs, à 2000 francs, on ne peut pas l'avoir. Donc, déjà, quand on remet les gens comme ça, qui ne répondent jamais aux interpellations des parlementaires, pour l'action, pour les questions orales, sur le sujet Internet, et autres, la copie et autres, mais dire personne ne le tient tête. Donc, elle est super. Au Togo, il y a des super ministres. Ils sont plus super que le Premier ministre. Le Premier ministre n'est juste un mannequin, je ne sais pas s'il faut le dire. Il ne connaît pas grand-chose. Les ministres sont super, ils rentrent directement au président de la République. Bon donc, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce gouvernement? Si ce n'est pour corser encore, hein, pour faire de telle sorte que quand il y aura les manifestations, il faut encore aller de réprimande à réprimande, si c'est ça. Bon donc, moi, nous, au niveau des droits de l'homme, on nous a donné un ministre. Christian Trimont. En tout cas, ça va être difficile pour nous aussi. Ça va être difficile pour nous aussi. Vous avez du pain sur la planche parce qu'il avait dit entre-temps que si on veut changer le système au Togo, il faut prendre les armes. Non, je crois que... bien sûr. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça aux associations des droits de l'homme. Non, bien sûr, de toutes les façons. Mais c'est lui qui l'a... Nous serons prêts à lui tenir tête. Ça, on se connaît. On se connaît, on sera prêt. Donc, dans l'ensemble, je crois que c'est un gouvernement de combat électoral, un gouvernement d'une mission. Ce gouvernement s'est assigné une mission qui n'est pas celle de s'occuper des besoins des citoyens. Oui, mais il faut, si vous permettez... Il dépense juste... Oui, je fais une petite remarque. Ibrahim parle plus que nous. Oh. Donc, il faut savoir l'arrêter. Ça, c'est juste une petite remarque. Vous savez, il est juste à côté de toi. Oui, c'est pourquoi je le suis de près. Allez-y. Alors, vous savez que dans un état normal, si c'est que le Togo l'était, le Premier ministre qui avait démissionné devait faire l'état de la gestion de la chose publique parce que c'est un peuple. Il est en train de présenter actuellement son nouveau programme. J'en viens. L'ancien programme, qu'est-ce qu'il y en a eu? Oui, ils seront en train là devant la politique voilà pourquoi on demande du gouvernement. Oui, ça se passe actuellement. Oui, voilà pourquoi... Et d'autres ministres seront nommés le soir. Eux, ils ne vont pas participer. Être nommé le ministre le soir ne pose pas problème. Et ceux qui sont nommés à midi? Je vous rappelle une chose. Le ministre de l'enseignement sera ministre ou bien sera vice-président là actuellement au Parlement, puisqu'il n'a pas démissionné de ce poste-là. Il sera où, selon vous? Il sera dans l'équipe gouvernementale. Pourquoi? Qu'est-ce que la loi dit? Après sa nomination, il quitte l'Assemblée. Non, faut pas. Non. Il quitte avant. Ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait avant. Parce que gouverner, c'est prévoir. Et dans la prévention, on jette un coup d'œil sur les textes aussi. Maintenant, par rapport beaucoup plus vite, on va aller à autre chose, oui. Par rapport au gouvernement, est-ce que nous serons encore confrontés à ce problème de reddition des comptes? Parce que c'est ce qui pose problème au Togo. On a un Premier ministre. Moi, j'ai été très heureux de voir Patrice Talon et ses ministres faire le bilan de leur action à mi-parcours.
Et il y a quelques mois également. Mais on a comme l'impression qu'au Togo, nous allons, parce que certes, quelqu'un ou bien une catégorie de personnes veulent que ça soit comme ça, il faut le faire, marchant sur les lieux, violant les lois et autres. Maintenant, par rapport aux ministres, j'en viens. Ceux qui sont partis là, des gens comme Nissaou Nofam qui ont occupé des postes publics, ils ont fait le bilan à qui? Ces milliards qui ont fui des ministères, Guy Lorenzo Madjé, les 600 millions, c'est fini comme ça. Les braquages qui sont faits, maintenant le ministre, lui, il est là. On ne connaît jamais les auteurs de ces braquages. Mais quand il y a un pneu incendié là, à 1 seconde, on trouve les auteurs. Et on les arrête. C'est ça aussi l'État togolais. On quitte tout ce sujet. L'actualité également cette semaine. L'actualité cette semaine, c'est aussi l'élection du nouveau président, de la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Là, c'est une femme, Madame Tchega Yawa Djiboli. C'est une première dans l'histoire politique du Togo. Parce que vous, en tant que défenseur de droits de l'homme, ça doit vous faire plaisir. Non, bon, vous savez, pas la forme, hein, une femme à la tête d'une Assemblée nationale, ça ne se fait pas tous les jours. C'est rare, hein, c'est rare en Afrique, c'est rare dans le monde. Ça, on peut se réjouir de quelque chose qui est fait en l'honneur des femmes. Ça, c'est la promotion du genre, l'équité de genre. Maintenant, est-ce qu'elle a les compétences nécessaires pour être là? Elle a les compétences nécessaires pour être là? C'est la question qu'on peut se poser. Bon, donc, elle a été l'unique candidat. Bon, ça, c'est la discipline, peut-être la discipline du parti, pour qu'elle soit seule. Bon, donc, puisque ce parti est dit majoritaire à l'Assemblée nationale, bon, ça, c'est leur cuisine interne. Moi, ça ne me concerne pas assez. Mais est-ce qu'elle a les compétences nécessaires? Ou bien c'est juste un parachutage pour des raisons... Elle a été directrice de cabinet du ministère des Transports, elle a été questeur dans l'ancienne... Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une incertitude des impôts. Est-ce que c'est pour un service rendu? Bon, personne ne saura le dire. Bon, donc, avec cette assemblée qui est toujours contestée par une partie de la classe politique togolaise, qu'est-ce qu'on va attendre? Ben, une femme à la tête de l'Assemblée nationale, on ne peut que s'en réjouir. On aurait souhaité quand même que tous les partis politiques soient là à l'Assemblée nationale et qu'ensemble on puisse élire une femme à la tête de cette assemblée. Ça aurait été quelque chose de plus acceptable par tous. Donc c'est une bonne chose quand même qu'une femme soit à la tête. Maintenant, les gens on va l'attendre. De ce qu'elle va faire. De ce qu'elle pourra donner comme résultat. Ibrahim Acha, c'est la trésorière générale de UNIR qui se retrouve à la tête de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas rien. Oui, ce n'est pas rien parce que c'est par rapport à ses qualités et ses compétences dont elle a fait preuve lorsqu'elle était à la trésorerie du parti au pouvoir. Vous savez, être trésorière générale du parti au pouvoir, je me dis qu'il faut avoir des qualités, c'est exceptionnel. Et qu'en matière de qualité, on dit d'elle qu'elle est une femme rigoureuse, une femme qui ne traîne pas assez de casseroles. Je n'en connais même pas de casseroles autour d'elle, c'est pourquoi je dis assez de casseroles, donc elle ne traîne pas de casseroles. C'est une femme, bien évidemment, parce qu'il aime les femmes de qualité, des femmes compétentes. Et donc, je dis que c'est une femme compétente et nous l'avons vu dans l'ancienne législature. Nous l'avons vu dans l'ancienne législature où elle était à la question. Et là, selon les députés, c'est une femme qui fait bien son boulot. On l'a vu en tant que directrice de cabinet au ministère des Infrastructures. On l'a vu aussi aux impôts lorsqu'elle était, elle officiait là-bas. Elle était inspectrice des impôts et tout ça là. Donc, c'est une femme qui est allée à l'école, comme on le dit. Donc, elle a l'étoffe nécessaire pour être présidente de l'Assemblée nationale. Donc, outre cela, quand vous voyez l'aspect même
Madame Djibodi, vous sentez une certaine loyauté vis-à-vis de son parti, parce que quand nous avons eu à interroger certains militants de l'UNIR et même certains cadres de ce parti, on nous a fait savoir que c'est une femme d'une probité vraiment morale exceptionnelle. Ses premiers propos, elle avait demandé qu'on fasse un plan pour le chef de l'État. Oh mais c'est pourquoi je parle d'une femme qui est loyale. Elle est loyale. Ouais, son bienfaiteur. C'est une femme qui a su s'imposer, gravir les échelons dans le parti au pouvoir. Vous avez vu comment elle est partie députée. Elle est la seule dame courageuse à ramener même un siège dans le DAI et dans le Bélé au parti, face à Madame Améganvi, qui est une figure de proue de l'opposition, et face à certains même grands calibres de l'opposition dans cette localité. Je veux parler de Kouloto. Donc c'est une femme qui a su se frayer un chemin. C'est une femme qui, à mon avis, fait honneur aux femmes, puisque quand j'ai suivi un peu un petit dossier là-dessus sur la télévision nationale, il y a des étudiantes qui la prennent déjà pour modèle. Donc je me dis que c'est très intéressant lorsque une femme se démarque par son sérieux et ses compétences, et qu'elle constitue en même temps un modèle pour ses jeunes sœurs. Je pense que c'est très bien. On ne peut que l'apprécier. Bon, maintenant on l'attend. Par rapport au travail qu'elle fasse un travail nécessaire pour vraiment mériter l'estime que ces jeunes sœurs ont pour elle. Il défend sa Sakbaki. Mais c'est vrai que c'est la première fois que le Togo connaît à la tête de l'exécutif une femme. Sur ce point, bon, c'est bon qu'il faut encourager cette manière de concevoir la politique dans notre pays. Mais la grande question qui reste à poser, c'est de savoir si elle sera aussi une marionnette comme celui qui a occupé avant elle ce fauteuil. Parce que jusqu'à preuve du contraire, lorsque je jette un coup d'œil sur la loi fondamentale togolaise, la mission principale de l'Assemblée nationale, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Mais sur des sujets donnés au cours de la dernière législature, on a vu comment les députés qui sont du parti au pouvoir ont balayé de revers de main ces dossiers-là. On a vu comment l'ancien président de l'Assemblée nationale a mis fin au débat. Monsieur Daman Dramani a mis fin au débat, violant les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et autres. Personne n'a pipé un mot. Non, qui a été recadré par la Cour constitutionnelle. Et ça n'a jamais continué. Ça n'a jamais continué. Nous sommes au Togo, nous suivons tout de près. Alors, si elle doit aussi se mettre dans cette posture, parce que moi, je ne savais pas qu'elle avait demandé qu'on fasse un banc au chef de l'État, comme vous venez de le dire. Non, c'était public. C'est ses premiers propos. Alors, juste après son élection. Alors, vous comprenez maintenant que moi, personnellement, je n'entends rien d'elle. Parce que s'il faut applaudir, je ne sais pas si le chef de l'État fera bien. Lorsqu'il aura à gérer ou à mal gérer, elle aura le courage de dire ce que vous avez fait, ce que le gouvernement a fait, ce n'est pas bon. Je préfère que ces gens de responsables qui occupent la première place de nos institutions soient au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire au service de tout le peuple. Et puisque le Togo est une curiosité, qu'elle fasse au moins preuve d'une certaine grandeur d'esprit pour que toutes les erreurs que les assemblées ou ses prédécesseurs avaient commises par le passé soient corrigées. C'est ce que je souhaite. On va finir avec la République démocratique du Congo. Vous savez, il y a eu alternance. Les Togolais courent également derrière cette alternance. Et le week-end, il va y avoir encore des manifestations. C'est juste à la recherche de l'alternance. Les Congolais l'ont obtenu de façon historique. La passation des charges a été faite hier à la place des Nations à Kinshasa entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Parce que vous avez vu les images. Oui, nous avons vu les images. Entre Kabila et Tshisekedi. Permets que je pose cette petite préoccupation. Est-ce que Mme Tchegan n'a pas été à la CENI, membre de la CENI? Non.
Elle n'a pas été laissée. Ok. Bon, donc, juste pour le Congo démocratique, c'est vrai quand même que la page de Kabila fils semble être tournée, mais il faut reconnaître que le camp de Kabila tient encore les leviers du pouvoir. Les leviers du pouvoir. Non, certains leviers, bon, certains leviers, parce que la sécurité est là, et le Parlement est là, et tant d'autres secteurs. Bon, donc, c'est une alternance, je ne veux pas dire qu'une alternance de façade, mais ça va être difficile. Mais c'est vrai quand même que Kabila n'est plus au pouvoir. Il s'est même rasé, vous avez vu. Il s'est même rasé, il n'est plus le raïs congolais. Donc il s'est rasé. C'est pour dire que il est en train de finir sa mission, mais étant sénateur à vie. Oui. Étant sénateur à vie, donc il jouit encore de toutes les prérogatives. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Faut-il s'en réjouir? Oui, mais je crois quand même que Kabila a su jouer le jeu, ne préférant Tshisekedi à Fayoulou. C'est lui qui doit préférer. Oui, non, tout le monde entier sait qu'il a préféré. La CENI même sait, la Cour constitutionnelle sait, Kabila même sait, tout le monde sait qu'il a préféré Tshisekedi à Fayoulou, parce que Fayoulou est endossé par Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, qui sont ses ennemis, qui vont venir le déchirer, en fait, en termes, qui vont venir lui rendre compte, lui régler le compte. Donc il a préféré Tshisekedi, et il a négocié. Déjà dans la presse, le contenu des accords fuite déjà. On n'a pas le contenu en tant que tel, mais c'est dire quand même qu'il a préféré Tshisekedi à Fayoulou. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Cela peut régler, sécuriser le Congo qui est déchiré par les guerres et un peu partout. Il y a même certaines régions où on n'a pas pu organiser les élections. Les élections sont attendues en mars. Est-ce que les présidentielles aussi vont venir après pour faire quoi? On ne sait pas. Donc personne ne sait ce qui va passer. Donc Kabila est en train de partir, mais il est toujours là. Et les Congolais vont encore patienter beaucoup. Fayoulou demande encore des manifestations, mais c'est des manifestations qui ne vont plus changer grand-chose, qui vont peut-être encore embraser ce pays qui a été éprouvé par des années, par toutes des guerres, par les manifestations mortelles, meurtrières. Donc il va falloir quand même que Fayoulou se ravise, et puis bon, fait avec et se prépare pour être l'opposant, enfin jouer le rôle du principal opposant, parti de l'opposition. Moi, je crois que c'est ce rôle qui lui est finalement attribué. Ibrahim, la forme d'alternance qui a été pratiquée en République démocratique du Congo, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, mais il faut dire que l'opposition congolaise a fait preuve de lucidité et de maturité pour ne pas tomber dans le panneau de Kabila. Ce que Kabila aurait voulu, c'est que l'opposition congolaise boycotte les élections. C'est pourquoi il a multiplié des stratagèmes de fraude, des stratagèmes pour décourager l'opposition congolaise à pouvoir aller à ces élections. Mais il n'a pas pu les décourager parce que eux, ils étaient très lucides et ils comprenaient le jeu de Kabila. Voilà pour la raison pour laquelle même la machine à voter ne faisait pas unanimité. Ça inspirait crainte en matière de tripatouillage des résultats, en matière de fraude massive. Mais ils se sont dit qu'il y avait déjà un sentiment de rejet de Kabila. Donc ils ont utilisé ce sentiment de rejet pour mobiliser davantage le peuple contre tout ce qui devait être issu de Kabila. Ils ont réussi, malgré tout ce que Kabila a dressé, la machine à fraude, le recensement, le rejet de certaines candidatures et tout ça là, ils ont tenu tête, ils sont allés à ces élections. S'ils n'étaient pas allés à ces élections, qui aurait proclamé Tshisekedi vainqueur? Donc c'est pour dire que les oppositions en Afrique, s'ils veulent s'inspirer de cela, de savoir que l'alternance, c'est dans les urnes et non dans la rue. Donc, avis à tous ceux qui pensent qu'il faut toujours continuer par aller dans la rue et aller arracher l'alternance. Nous avons vu en Gambie comment Adama Barrow, malgré tout ce que Yahya Jammeh faisait, mais avec sa machine à billes qu'on devait expérimenter pour aller à ces élections. Mais quand l'opposition s'est décidée, ils sont allés, ils ont mobilisé la population. Au Congo, l'opposition a été aux élections à plusieurs reprises, mais n'a jamais rien eu. Ah oui, mais cette fois-ci, il y avait un sentiment, ça a atteint un niveau, le ras-le-bol.
Et l'opposition a su utiliser cela. Oui, a su utiliser cela pour pouvoir aller. Mais quand vous n'allez pas aux élections, qui va vous déclarer vainqueur? Vous n'allez pas être dans la rue et on va vous proclamer vainqueur d'une élection pour consacrer l'alternance. Donc il faut que les gens revoient leur copie. Il défend ça par qui? Ça me fait sourire quand il parle des fois. Ibrahim, mon ami. Sauf que c'est la mienne ou tous. Sauf que dans ces pays-là, on n'utilise pas l'armée pour trucider le peuple. L'armée, c'est pour protéger, c'est pour défendre le peuple. Et le Kabila, à un moment donné, a mis à contribution l'armée pour mater les manifestations. Oui, jusque même dans les églises. Oui, à un moment donné, il faut comprendre. Et je crois aussi que l'Église a beaucoup travaillé aussi en RDC. Oui. L'Église a beaucoup travaillé. Il faut dire que pour ce résultat-là, elle a été très prudente parce que lorsqu'elle dit qu'elle ne reconnaissait pas, elle aussi, la victoire de Félix, elle a refusé de donner le nom, vous savez. Et c'est dans le but juste de contribuer à l'apaisement. Et ce que moi je propose pour le cas de la RDC, c'est de tout faire pour qu'il n'y ait pas effusion de sang. C'est de tout faire pour que les acteurs se comprennent, pour qu'ils trouvent une solution qui sera acceptable par tous pour que le pays puisse avancer. L'alternance à la Kabila, ça peut inspirer d'autres pays? Je crois que j'ai toujours rêvé que ça arrive au Togo. De cette manière-là? Pas totalement de cette manière-là, mais... une autre forme. Oui, je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est... C'est-à-dire le problème du Togo, c'est qu'il n'y a jamais eu la vérité des urnes. S'il y a eu une fois la vérité des urnes, on aurait changé depuis, avant même ces pays-là. C'est pourquoi j'ai toujours insisté sur le fait qu'à un moment donné, on a beaucoup plus mis l'accent sur la force brutale. C'est ce qui est mal. Et ce qu'il dit, laquelle marge de manœuvre, Ibrahim? Il vient de nommer, selon les informations, Vital Kamerhe comme directeur de cabinet. C'est son allié. C'est son allié. En principe, il lui avait promis le poste de Premier ministre, mais n'ayant pas la majorité au Parlement, il a oublié de se contenter de la mais je pense qu'il est en train de, progressivement, il est en train de s'organiser. Et même si l'Assemblée est contrôlée par les kabilistes, je pense qu'avec beaucoup plus de subtilité, il parviendra quand même à asseoir sa politique générale et pourquoi pas emprunter un chemin qui puisse amener vers la cohésion de tous les Congolais. Parce qu'il faut faire remarquer que le tissu social est très délabré là-bas, c'est déchiqueté. Donc il doit recoller le morceau, redonner confiance aux Congolais et faire en sorte qu'il n'y ait pas de velléité de chasse aux sorcières et autres. Pasteur Edo, voilà ce que dit Félix, bien entendu. Son papa qui a combattu pendant plus de 30 ans, il s'en va 1 an et demi après, bientôt 2 ans, voilà son fils qui prend le pouvoir, ce que le papa n'a jamais réussi à avoir. Oui, ça peut être une récompense divine, une récompense divine pour le travail que son papa dans le cadavre est toujours quelque part à Bruxelles. Je crois qu'avec lui, son papa, la dépouille de son papa peut-être serait certainement rapatriée pour que des hommages dignes de son rang puissent lui être rendus. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, moi, ce que je suis en train de voir, c'est que l'Église catholique, l'Église au Congo, puisse continuer à jouer son rôle et permettre de rapprocher les uns et les autres pour que le travail colossal qu'elle a commencé, elle puisse le réaliser à fond et permettre au Congo finalement de se ressouder à ce pays qui est riche en ressources minières, puisse prendre ses responsabilités et à éradiquer la pauvreté ambiante qui sévit dans ce pays. Donc, bon vent à Tshisekedi et que cela puisse inspirer d'autres pays dans lesquels, qui n'ont jamais connu d'alternance. Merci beaucoup, Pasteur Edo, comme président du mouvement Martin Luther King, Ibrahim Acha, directeur de la publication de l'hebdomadaire Temps Nouveau, et Delphonse Sakbaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo. L'émission, elle s'achève ainsi, les spécialistes. Elle a été mise en onde par Romaric Freitas. Bon week-end chez vous, on se retrouve lundi à partir de 16h.
La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.